l'être humain, ne sachant pas qui il est, ne sachant pas à quoi il appartient vraiment, puisqu'il se perçoit comme coupé de tout ce qui l'entoure, il est en permanence en train de rechercher une unité et donc de rechercher à appartenir à quelque chose qui est plus vaste que lui et qui l'englobe. Bon anniversaire, parce que je savais pas que c'était hier. Et te souhaiter bon anniversaire, quelque part, ça rejoint le mot de tradition. Et je voulais savoir, est-ce que la tradition et la norme, pour toi, c'est différent et en quoi? Mmh. Dis-moi un peu pour toi, qu'est-ce que c'est la tradition? Parce qu'on peut chacun avoir des définitions Euh, différentes. Qu'est-ce que ça la t'évoque? tra- pour moi, la tradition, ce que ça va m'évoquer, c'est une temporalité plus longue. C'est-à-dire justement se brancher sur l'intergénérationnel, le N génération en fait. Et donc du coup, la norme, ça va plutôt être quelles sont les traditions actuelles à respecter, alors que les traditions, c'est ce qui a perduré dans le temps. Donc en fait, Mmh. pour moi, il y a un point d'accroche entre les deux mots, et pour autant, c'est pas la même chose, puisque ça nous branche sur une temporalité qu'on a du mal sinon à envisager. Je sais que dans ton travail, Mmh. dans tes prises de parole, souvent, il y a les cycles, les traditions, les rituels prennent une place aussi importante avec, je sais pas moi, par exemple le Pâques, alors je suis pas très branché là-dessus, du coup je vais vraiment passer pour un blaireau, mais euh, tu vois ce que je veux dire, les solstices, Ouais, etc. ouais. Euh, il y a des traditions et des rituels qui sont accrochés à ces cycles-là. Ouais. OK, oui, alors effectivement, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. C'est-à-dire, tu peux prendre le terme tradition et en faire une arme de destruction massive, et tu peux prendre tradition et en faire, un outil d'éveil. C'est-à-dire, la question c'est qu'est-ce qu'on va rendre traditionnel? Hein, qu'est-ce qu'on va vouloir honorer? Dans la tradition, il y a quelque chose effectivement qui remonte dans la ligne du passé et dans laquelle, à un moment donné, on va s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Pour moi, la tradition, c'est quelque chose qui a tellement effectivement à voir avec la norme, hein, parce que on va te dire, c'est traditionnel, on le fait comme ça. C'est tu un enfant qui va dire: «Mais pourquoi à Noël, on met, les chaussettes devant la cheminée et hein?» C'est la tradition et en fait, moi, très souvent quand j'entends tradition, il me vient aussi, des termes, fleuris comme stupidité ou bêtise ou des choses comme ça parce que, ça me fait penser à l'histoire du chat, du maître, dans le monastère zen où, en fait, le maître, au début de chaque zazen, de chaque méditation zen, il a un chat et son chat se balade dans la salle, donc distrait les personnes qui sont là. Donc il a pris l'habitude d'attacher le chat au début de la méditation pour pas qu'il embête les moines dans la salle et voilà, les années passent et un jour le maître meurt et le chat, lui, était, apparemment avec une bonne longévité, donc bah, son successeur, ben, continue à s'occuper du chat et puis, le chat, bougeant toujours autant, bah, il l'attache effectivement. Et puis un jour, le chat meurt et le maître aussi actuel meurt et les disciples qui étaient là, qui eux n'ont pas vu le début de ça, eux, ils ont enregistré que en fait, il faut qu'il y ait un chat attaché dans la salle pour méditer et donc la tradition, à un moment donné, elle perd complètement c'est à la base ce qui était contextuel, va devenir une tradition et on a perdu l'origine et pour moi, c'est là qu'après on va entrer dans des zones, que je qualifie avec des noms d'oiseaux comme stupidité ou idiotie. C'est qu'est-ce que tu rends vivant? En quoi ce que tu considères comme une tradition que tu continues à honorer, comment c'est comment ça refleurit justement à l'instant vivant de ta conscience? Comment c'est réactualisé avec le vivant d'aujourd'hui, avec ta sagesse d'aujourd'hui? Ce qui était requis il y a 2000 ans, où on faisait des sacrifices d'animaux pour honorer les dieux, est-ce qu'aujourd'hui on les ferait encore? Ben, dans certaines traditions, oui, dans certaines traditions, non. La question pour moi de la tradition, c'est est-ce qu'on la suit stupidement? Et j'emploie volontairement un terme qui est très jugeant, mais la stupidité, c'est choisir l'inconscience. C'est-à-dire, c'est le moment où tu vas, choisir de ne pas te poser avec ta conscience pour regarder: «Est-ce que ça me parle? Quel sens ça a?» ou est-ce que tu vas te mettre derrière le paravent de: «Ah, c'est la tradition», sous-entendu,
on n'y touche pas. Donc moi, effectivement, toute tradition à laquelle on ne peut pas toucher, toute tradition qui ne peut pas être débattue, toute tradition qui ne peut pas être remise en question et actualisée à l'aune du vivant présent qui a sa propre sagesse, là, elle va devenir de la stupidité. Et là, elle va devenir une arme dangereuse, dont je parlais tout à l'heure. Et après, tu as certaines traditions qui sont juste des invitations. Donc tu évoquais tout à l'heure, voilà, toutes les fêtes rituelliques, de toutes les traditions, que ce soit des fêtes païennes, des fêtes religieuses, des fêtes spirituelles. Ça t'indique des marqueurs en fait dans le temps, la plupart du temps, qui te disent tiens à ce moment-là, il se passe un truc et ça t'invite à normalement faire un retour vers toi. C'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu es invité de faire. Encore une fois, est-ce qu'on te dit va faire un truc à l'extérieur parce que c'est la tradition, donc on va tous se réunir. Là, moi, j'étais à Paris pour un stage en juillet, donc il y avait le 14 juillet. Donc moi, j'ai pris soin d'éviter le 14 juillet et d'aller plutôt me balader la veille et le lendemain. Mais le 14 juillet, je ne voulais pas être pris au milieu de cette masse d'individus. Tu restes dans ton lit douillet? Ouais, ouais, non, je suis resté tranquille au plus de la canicule, enfin bref. Euh, mais j'étais surtout interrogatif quand même, parce que même la veille, parce que je voulais quand même aller voir, ça faisait longtemps que j'avais pas été au Trocadéro, tout ça, donc voilà. Il y avait quand même une foule insensée la veille, et je regardais tous ces gens, et je me disais, j'adorerais prendre le temps d'aller interviewer, allez, une centaine de personnes, pour leur demander qu'est-ce que vous fêtez? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de fêter? Et je voyais plein de jeunes, je me disais, qui parmi eux a la moindre idée de ce qu'est la célébration du 14 juillet? Qu'est-ce que ça fête? Qu'est-ce que ça célèbre? Et quel sens ça a pour vous aujourd'hui? Quelle révolution intérieure vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous célébrez? Quelle tête coupée? Vous avez coupé une tête en vous? Qu'est-ce qui se passe pour ce 14 juillet? Enfin, pour ceux qui auraient la moindre idée de ce que c'est, au niveau du symbole. Donc, pour moi, oui, les traditions, c'est ce qui fait perdurer certaines normes de manière effrayante. La dernière fois, j'étais tombé sur cette petite vidéo, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une actrice et autrice qui a créé un langage qui s'appelle la féminine universelle, qu'elle pratique à la perfection et dans laquelle elle parle en mettant tout au féminin. Donc, ce qui horripile absolument tout le monde. Et je voyais combien elle se fait rentrer dedans d'un côté par les mecs qui trouvent ça ridicule et même par des nanas qui disent mais enfin pourquoi tout mettre au féminin, ça n'a pas de sens. Nous, ça nous gêne pas que ce soit le masculin qui l'emporte dans la langue française. Et j'ai eu ce débat la dernière fois avec quelqu'un par mail parce que ça m'arrive des fois dans certains messages ou posts que je fais de mettre des formes inclusives, tu sais, en mettant un point et puis le E derrière, parce que je vois que j'ai de la difficulté à voir effectivement ce féminin disparaître dans les phrases au profit du masculin. Tout ça parce qu'il y a eu au XVIIIe siècle, d'un seul coup, quelqu'un à l'Académie qui a décidé que l'homme étant de nature plus noble que la femme, à partir de maintenant, le masculin l'emportera sur le féminin au niveau grammatical, alors que jusque-là, il y avait l'accord de proximité, c'est-à-dire que c'était le nom qui était le plus proche de l'adjectif qui déterminait quel genre avait l'adjectif. Et quand je vois comment d'un seul coup les mémoires sont oubliées, donc toute une tradition, parce qu'à l'époque dans la langue française par exemple, le féminin, il y avait des autrices, il y avait des peinteresses, enfin le féminin était largement employé. 18e siècle, il y a un gars qui se réveille un matin en se disant: «L'homme l'emporte sur la femme, donc le masculin va l'emporter sur le féminin en français aussi, ça sera plus simple», et d'un seul coup ça devient une nouvelle tradition qui à ce jour n'a pas franchement été remise en question, ou quand on tente de le faire, ben, tu as les défenseurs de la tradition. Donc c'est ça aussi qui est, pour moi, que ce soit la norme, que ce soit la tradition, que ce soit quand on estime la valeur de quelque chose, c'est d'un seul coup, tu vas donner justement une légitimité, ça va devenir des nouvelles lois, et tu vas toujours avoir les défenseurs de la loi qui, en général, vont utiliser le pouvoir à minima, la violence à maxima, pour faire respecter ce qui à la base est un point de vue, mais qui est renforcé parce que c'est la norme et maintenant en plus c'est la tradition. Et donc la tradition, comme la norme, elle interdit le débat très souvent. J'écoutais un philosophe hier qui disait, j'ai beaucoup aimé, il rappelait l'étymologie du mot débattre en français, qui à la base donc est ce qui sert à ne pas se battre. Quand on faisait un débat, c'était pour empêcher les gens de se battre, et on faisait donc on invitait les gens à débattre, et donc c'était un temps dans lequel les règles étaient très précises. C'est un temps dans lequel on va échanger sur le sujet qui à la base nous oppose et qui ferait qu'on pourrait se battre, et là on va débattre,
Et donc, on va échanger nos points de vue. Et dans un débat traditionnel, il est interdit d'utiliser ce qu'on appelle les arguments d'autorité. Et les arguments d'autorité, c'est justement de dire à quelqu'un, ta gueule, ça tu peux pas le demander, ça tu ne peux pas le dire, parce que, alors la tradition c'est ça, la loi c'est ça, le machin, ça c'est un argument d'autorité. Dans un débat digne de ce nom, tu n'utilises pas les arguments d'autorité, et à la fin du débat, eh ben, tu vas être au clair sur voilà ce sur quoi on est d'accord, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord. Maintenant, le débat est clos. Mais on a clarifié les choses. Donc un débat, ça sert à clarifier et ça ouvre. Et là, je vois que sur la norme, et encore plus quand tu mets la tradition par-dessus, il n'y a pas de débat. Et dans notre société, actuellement, tu peux regarder, il n'y a plus de débat en réalité. Parce qu'il n'y a plus de médias, d'ailleurs. Je veux dire, les médias aujourd'hui, tout est consensuel, ils disent tous la même chose. J'ai écouté une interview la dernière fois de l'ancien directeur de France 2 qui expliquait ça très bien, qui disait qu'il y a une trentaine d'années, il y avait encore du débat possible parce que tous les journaux étaient tenus par des personnes vraiment de partis différents et il n'y avait pas encore derrière tout ce qu'il y a maintenant avec tellement de fric derrière que de toute façon, les chefs de tous les grands trucs des journaux, ils ferment leur bouche parce que sinon, ils perdraient des milliers, de centaines de milliers d'euros. Et les employés, s'ils ouvrent leur bouche, ils sont virés. Donc aujourd'hui, tu as une information consensuelle auquel tout le monde se fie en disant bah, ça doit être la vérité puisque tous les journaux disent pareil, même des journaux de soi-disant bords différents. En fait, tout le monde raconte la même chose. Donc là, il n'y a plus de débat. Et du coup, bah, on a une nouvelle tradition qui est en train de s'installer aujourd'hui, qui est celle de commencer à croire que l'information donnée par la majorité est en fait la vérité. Ça, c'est en train de devenir traditionnel de croire ça. Moi, personnellement, ça me fait complètement flipper. Quand je vois ça, je me dis waouh! Je sais pas si flipper le terme, est-ce que ça me fait flipper? Non, mais ça, ouais, ça m'interroge gravement. Je me dis waouh, mais c'est fou que les gens le voient pas. Moi, je vois qu'aujourd'hui, dès que je vois qu'une info est répétée par plus de deux entités médiatiques différentes, ok, je vais tout de suite chercher ailleurs, dans d'autres réseaux. Parce que je me dis, attends, il est où le bug? Ils sont en train de tous répéter la même chose. Donc ce côté, tu vois, on pourrait croire que je suis en train de faire une digression en partant vers les médias, mais pour moi, ça n'en est pas du tout une, dans le sens où pour moi, la tradition, ça a beaucoup à voir avec ce qui se transmet comme ça, à une époque qui était de bouche à oreille, mais pour moi, ça a beaucoup à voir avec la transmission. Et aujourd'hui, ce qui transmet les nouvelles traditions, ceux qui vont devenir de notre tradition, c'est les médias qui font ça. À une époque, il n'y avait pas ça. Donc la tradition, elle était vraiment familiale, c'était des lignées, ça se transmettait du père au fils. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est complètement passé. Ce qui avant était vertical dans les lignées, c'est devenu horizontal et ça se transmet instantanément à des millions de personnes sur la planète. Et d'un seul coup, ça devient, je veux dire, à l'époque, on avait on avait moins de temps de vie, nos vies étaient beaucoup plus courtes, et en même temps, il y avait une lenteur dans la transmission qui faisait que les traditions pouvaient être remises en question, justement, quand même un peu plus, alors que là, aujourd'hui, d'un seul coup, aujourd'hui, tiens, là, je suis en train d'entendre, je me demande si étymologiquement ça a le moindre lien, mais par exemple sur TikTok, il y a ce qu'ils appellent les trends. Je ne sais pas la traduction de trend, T-R-E-N-D en français, mais j'entends juste l'assonance entre trad et trend. Peut-être ça n'a aucun rapport. Mais bref, et donc tu as d'un seul coup quelqu'un qui lance un trend et tout le monde va refaire les mêmes de ce truc. Et je vois à chaque fois, je me dis, tiens, ça c'est une traduction minute. C'est d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a pris cette chanson et sur cette chanson, il fait ce type de pause. Et d'un seul coup, tu as des milliers de posts où ils vont refaire ça. Parce que là où à une époque, on avait des traditions millénaires, où les gens, du coup, reproduisaient au fil du temps quelque chose qui était traditionnel. Là, maintenant, on est à cette ère où tout est devenu horizontal et tu as des millions de personnes qui reprennent une tradition minute qui va durer peut-être une semaine. Hein. Donc les traditions, moi, je vois qu'aujourd'hui, elles se répandent beaucoup plus vite, mais elles ont perdu, à mon sens, je ne crois pas qu'il y aura de traditions qui perdurent beaucoup dans notre époque. On est dans une ère du jetable. Et quelle tradition on est en train de conserver aujourd'hui du passé, hormis ouais, des formes je vois, de conditionnement dans les relations, des formes de conditionnement culturel, des choses comme ça. Mais massivement, je vois qu'on est beaucoup en train d'exploser quand même tout ce qui a pu être traditionnel jusqu'ici. Et en même temps, parce qu'on est des êtres
Tu parlais tout à l'heure du besoin d'appartenance, parce que la tradition, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permettait quand même le clan. On était rassemblés autour de certains rituels, de certaines fêtes et de nos traditions. C'est ce qui faisait l'ADN d'une tribu. Et ça, ce besoin d'appartenance, évidemment, tout comme le besoin de reconnaissance, hein, l'être humain, ne sachant pas qui il est, ne sachant pas à quoi il appartient vraiment, puisqu'il se perçoit comme coupé de tout ce qui l'entoure, il est en permanence en train de rechercher une unité et donc de rechercher à appartenir à quelque chose qui est plus vaste que lui et qui l'englobe. Bon, ça, à la base, c'est quand tu fais une expérience d'unité avec tout ce qui existe, ensuite, tu n'as plus besoin d'appartenance, hein, parce que tu l'as. Je veux dire, tu sais. Je veux dire, quand tu fais un avec tout, il n'y a plus moi, séparation, le reste auquel je voudrais appartenir, sinon je me sens seul. Si tu te sens pas seul, tu n'as pas de besoin d'appartenance. Et tu te sens seul parce que tu vis une séparation entre toi et ce qui t'entoure. Donc, l'être humain qui se vit comme séparé, qui n'a pas encore rencontré et redécouvert ce qu'il est vraiment, il a toujours ce besoin d'appartenance, pour lequel tu demandais tout à l'heure, jusqu'où un être serait prêt à se lâcher la main pour nourrir son besoin d'appartenance. Là, je vois aucune limite. Et là, ce besoin d'appartenance qui passe par les traditions, donc par des choses codifiées qui se répètent et qui se transmettent, ben aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ça donne ces trends là qui durent, ça dure un peu plus qu'une semaine. Il y en a des fois qui durent un bon mois quand ça quand mais c'est vraiment ça a ce côté de la tradition, c'est que ça fait tout le tour de la planète à un moment, tout le monde le fait et ça devient une référence et quand tu le fais, tu rentres dans la tradition du moment. Sauf que c'est des traditions jetables. Ce qui a Ga- l'avantage, sans doute d'être, de permettre moins de rigidité pour les générations futures. Et par contre, que je trouve absolument tragique au niveau de la créativité de l'instant. Parce que là, tu as juste tout le monde qui refait le truc. Bon, jusqu'à ce qu'il y en ait qui soient créatifs et qui le détournent. Voilà. Et là, on sort de la tradition, on sort des normes. Bon, ça, c'est bien vu sur les réseaux, apparemment. Gaëtan me fait signe justement que ça veut dire tendance actuelle, trend. C'est ça la Ah, traduction. c'est super intéressant. Mais je vais aller rechercher. Parce que moi, je suis passionné de la linguistique. Donc, Hmm. quand on a d'un côté un trad qui veut dire ce dont on parle tout à l'heure et un trend qui est tendance actuelle. Je suis curieux de voir Ouais. dans l'anglo-saxon, le vieux norrois, parce que c'est toutes ces traditions-là, euh, de quoi ça parlait originellement. En tout cas, ouais, c'est connecté, ça c'est clair. Hmm. Carrément. Bah, on va changer un peu de sujet, même si j'aurais encore des rebonds à faire sur ce qu'on faisait juste avant. Mais on va changer un petit peu de sujet, parce que lors de notre précédent entretien, et puis même aujourd'hui, tu as fait des petites allusions vraiment très rapides au monde de l'enfance. Et à la réécoute de ce premier entretien, quand j'ai fait le montage, bah, j'ai pensé un petit peu au roman Mathilda de Roald Dahl. Je sais pas si tu l'as lu. Et donc, bah, ma question, c'est est-ce que tu l'as lu? Si oui, à quel âge? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, j'ai le Felsens, mais je n'ai pas l'histoire. Redis-moi un Ah, peu, ça va me revenir. Mathilda est une petite fille qui naît dans une famille complètement caricaturalement beauf. C'est comme si un surdoué naissait chez les Tuches, un peu. On va dire ça comme ça. Belle image. C'est un livre ou c'était une BD? C'est un livre au départ et ça a été un film ensuite. Je sais pas si ça a été adapté en BD, mais je crois pas. Ok, écoute, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'ai rien de cognitif. Ok, Mais non mais c'est pas grave alors. C'était juste pour tenter parce que j'ai ce souvenir très précis. Justement, toi qui lisais plusieurs livres par jour de science-fiction, moi j'ai jamais été un très grand lecteur et je me suis retrouvé à lire ce livre en une journée, ce qui était impensable pour moi. Je crois qu'il fait quelque chose comme 800 pages et j'étais vraiment très jeune et ça m'avait transcendé cette histoire, vraiment. Non, juste là, ça ne me dit pas quelque chose de Ok. spécifique, en tout cas. Et c'était pas, je dis à titre personnel, parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille qui regardent, c'est juste pour dire, c'est pas comme je me sentais dans ma famille précisément, mais c'est plutôt dans le monde que je me sentais dans un monde de tuches, voilà, vraiment. On pourrait Ouais. dire ça comme ça. Aussi, lors de notre dernier entretien, tu as cité une phrase qui est importante à tes yeux aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des points de vue intéressants. Mhm. Mais est-ce que cette phrase, c'est une vérité, selon toi? Non, c'est un point de vue intéressant. Ah, Non, mais tout est un point de vue intéressant. Qu'est-ce qui serait une vérité? Tout est un point de vue bah, intéressant. Tu peux avoir que des points de vue. mm, mm. Tu peux avoir que Ah, mais des points de ça vue. m'amusait de jouer avec ça. C'était Ouais. juste une petite provocation au C'est pas- passage.
Ma prochaine question sera en lien avec celle d'avant et un peu moins provocatrice. Et c'est une vraie interrogation. C'est d'après toi, que reste-t-il lorsqu'on enlève les croyances? Qui serais-tu sans tes croyances et tes points de Ouais. vue, hein? Bah, il reste l'expérience. Hmm. Hein, il reste l'expérience. C'est, qu'est-ce que c'est une croyance? Je veux dire, est-ce que tu crois en moi, par exemple? Est-ce que tu as une croyance que j'existe? Normalement pas, parce que tu es en train de faire l'expérience que je suis face à toi. Après tu as peut-être des croyances sur ce que je suis, sur des tas de choses, mais je veux dire ce dont on fait l'expérience n'est pas une croyance. Je veux dire tu le vis, tu es en train de le vivre. Après les points de vue, les croyances, c'est des cristallisations, des densifications, des contractions de points de vue. Le point de vue, il peut être momentané, hop, tu as un point de vue à un moment, puis ça peut se barrer, et puis, à un moment donné, tu un point de vue qui se répète et que tu vas cristalliser, ça va devenir une croyance. C'est-à-dire tu vas commencer à conditionner ta vie, tes choix à partir de là. Et donc, la croyance pour moi, elle est toujours une zone de danger. Elle est un danger, absolu. Je veux dire, vraiment quand on me demande en quoi vous croyez, de base, je réponds toujours en rien. Après, je sais que c'est faux, doit y avoir des croyances qui traînent quelque part, mais je veux dire, ça fait partie des choses que je traque. Non pas comme ne devant pas exister, mais comme zone de cristallisation, et toute zone de cristallisation est une zone où tu n'as plus le choix. Donc la question, c'est à quoi va me servir une croyance, à part à être, figé, fossilisé, dans mes propres normes intérieures, hein. Les croyances, c'est l'endroit où j'ai créé ma matrice, ma propre normativité qui est composée de l'ensemble de tous mes points de vue cristallisés en croyances. Et le propre d'une croyance habituellement, c'est qu'on n'aime pas les remettre en question, on n'aime pas qu'elles soient remises en question. Et donc là, dès que tu vois que quelque chose vient te chatouiller et que tu es pas d'accord qu'on remette en question, ce que tu es en train de penser, alors, un minima point de vue, un maximum croyance, là tu dis: «OK, tiens, intéressant, je suis dans une zone dans laquelle je suis prisonnier». Hein, on est toujours prisonnier de ses croyances. Alors une expérience, elle ne t'emprisonne pas. Une expérience, tu la vis et puis voilà. Je veux dire, il y a pas de une expérience, tu peux choisir d'en vivre une différente, alors qu'une croyance, c'est toujours, une croyance, c'est une prison. Donc, qui et qu'est-ce que nous ferions sans nos croyances? Nous serions libres, libres de faire davantage de choix, libres de nous ouvrir, à davantage de possibilités. Les croyances, ça va toujours te refermer. Après, on peut choisir d'avoir des croyances par confort. Pour moi, tu vois, il y a rien, je vais jamais qualifier. Moi, je vis plus dans le monde de bien, mal, juste, faux, et cetera. Simplement, moi, j'aime avoir conscience de ce que j'utilise pour pouvoir choisir. Donc tu peux choisir d'avoir une croyance, hein. Il y a des personnes qui te disent, «Ne m'enlevez pas mes croyances, c'est ce qui fait que je survis». Hein, j'ai le souvenir d'une personne, il y a une vingtaine d'années, je faisais un stage sur, Jésus et la non-dualité, puis elle m'avait dit: «Arrêtez, vous êtes en train de m'enlever mes croyances sur Jésus». J'ai dit: «Ah bon? Mais non, c'est-à-dire vous n'avez pas d'expérience directe avec Jésus, parce que et je voyais bien que pour elle, j'étais comme si j'étais en train de lui retirer son Jésus. Je dis: «OK, mais vous croyez en lui alors?» Elle me dit: «Bah oui, pas vous». Je dis: «Ah non, moi je crois pas en Jésus». Elle me dit: «Mais enfin, mais comment? Mais si, vous parlez de votre relation avec lui». Je dis: «Oui, mais je j'ai aucune croyance, juste une expérience. Donc moi, tu peux pas me le retirer, mon Jésus. Tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me démontrer même qu'il n'a jamais existé». Je lui dis: «OK, alors écoute, je sais pas à qui je parle, je sais pas avec qui je suis en lien depuis 40 ans, mais en tout cas, il dit qu'il s'appelle Jésus quand je lui parle et quand je l'entends, c'est cette vibration. Mais moi, j'ai aucun problème qu'il ait jamais existé historiquement, je m'en fous complètement. J'ai aucun problème si tu me démontres qu'il est pas ressuscité, moi je m'en fous complètement. J'ai une expérience». Donc l'expérience, elle a cette vertu que on ne peut pas te l'enlever parce que tu es en train de le vivre. Donc l'expérience, elle te met en prise directe avec les choses, là où la croyance, on peut démolir tes croyances. Et donc, bah, il y a des personnes, cette dame était partie du stage en me disant: «Je suis désolée, moi je veux garder ma croyance». Je me dis: «Mais» elle me dit: «J'espère que vous ne m'en voulez pas». Je dis: «Mais, non, grand bien vous fasse, si ça vous fait du bien de croire ça». Après, moi, comme j'essaye toujours d'être réaliste pour mes choix, j'aime juste avoir de la clarté quand je suis en train de confondre une croyance avec la réalité, avec une expérience. Quand je suis en train de confondre une tradition avec quelque chose qui serait aussi, un choix ou, quelque chose où j'ai de la liberté. Donc, voilà, mais autrement j'ai pas de souci avec les croyances à partir du moment où on les identifie comme telles, voilà. Par contre, quand, je prends ma croyance pour la réalité,
Là, on se met à avoir des soucis au niveau de l'humanité et c'est là que naissent toutes les violences. Quand les croyances, là tu vois aux USA en ce moment où ils viennent de refaire passer les lois anti-IVG et compagnie, tu as des croyances qui sont en train de se mettre à la place de lois au niveau sociétal parce que certaines personnes pensent que c'est la vérité et que ça doit donc devenir la loi. Et donc là, tu as tout ce qui est quelque chose d'externe aux humains qui vient interférer dans leur vie et où on va t'enlever des libertés à partir des croyances de certains. Donc, pour moi, croyance égale quand même vigilance. Hein. Croyance non accompagnée de vigilance et de discernement sur c'est une croyance. Donc pour moi, les croyances devraient toujours relever du domaine privé et ne jamais entrer dans le domaine public et s'appliquer à qui que ce soit et quoi que ce soit. Bah, est-ce qu'une loi, par définition, c'est pas une croyance qui est infligée au plus grand nombre? Ah, la loi. Ça, c'est un grand sujet qui me passionne. Hmm. Euh, c'est un sujet qui me passionne et que j'ai revisité de manière expérientielle. Il y a quelques années, je me suis retrouvé en situation parentale. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Et donc ma compagne de l'époque avait 3 enfants et donc pendant les 2 ans où j'ai vécu avec elle, voilà, bon, la plus grande était partie, donc il restait les 2 plus petits. On faisait l'école à la maison en plus, et je m'en occupais pour partie. Et à l'époque, j'étais en pleine CNV, j'étais à fond CNV, donc je m'étais dit: «Ouais, je vais expérimenter, la CNV avec des enfants, ça va être passionnant». En plus, leur maman était formatrice en CNV, enfin bon, je me suis dit: «Ça va être très passionnant». Et pourquoi je te parle de ça en lien avec la loi? C'est que je me suis vu avec horreur, en moins de 6 mois, avoir envie vraiment de redevenir un tyran, chacal, parfait et j'ai revisité de l'intérieur pourquoi on a créé des lois, en fait. C'est que c'était tellement épuisant chaque jour de devoir danser avec les enfants dans le sens de danser autour de leurs besoins et négocier et expliquer, que je me suis vu, moi, à un moment donné, mettre des règles fixes et dire: «C'est comme ça et ça, c'est la loi et on va plus la discuter et si on sort de ça, va y avoir ça comme punition et si vous faites ça, il y aura ça comme récompense» et j'étais atterré parce que je me voyais reconstruire le système chacal, tu vois. Et une autre expérience que j'ai eue directe aussi par rapport à la loi, c'était dans un cursus de AICNV, d'accompagnement individuel avec la CNV que j'animais. Et à un moment, il y a eu des choses très compliquées au sein du groupe. Et même entre des membres enfin, entre les participants et des membres de l'équipe pédagogique. Et du coup, on a fait un cercle restauratif. Le cercle restauratif, c'est quelque chose qui a été développé par Dominique Barter, un formateur en CNV, dans les favelas pour aider justement à mettre en place une justice restaurative plutôt qu'une justice punitive. Et donc ça consiste à se mettre en cercle et il y a un facilitateur et en fait on demande à chacun qu'est-ce que tu as à dire et à qui de ce qui ne te convient pas. Et donc on va commencer à faire ça et on va répéter, on va faire tourner, enfin il y a tout un processus et on ne s'arrête que quand tout le monde est entendu et se sent rejoint. Et en fait ce cercle, moi j'avais prévu une après-midi, ce qui était déjà énorme, c'était un stage de 4 jours. En fait le cercle, j'ai autorisé qu'il dure ce qu'il avait besoin. Et donc, ça a pris 3 jours. 3 jours sur un stage de 5 jours où les gens payaient leur place. Donc moi, j'avais tout en moi qui hurlait, qui disait mais tu peux pas faire ça, c'est un stage de formation, ils ont payé, on est en train de faire 3 jours de cercle restauratif. Et avec les gens au milieu qui commençaient à râler au bout d'un moment, enfin bref, mais j'ai tenu parce que j'ai dit ok. Et en fait, ça a été tellement apprenant par rapport à la loi. J'ai tellement vu le temps que ça nous a pris et par où ça nous a demandé de passer et d'être d'accord de rester. Moi, il y a ce mot que j'utilise depuis des années, la restabilité. Je sais pas, c'est un mot qui n'existait pas en français. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'avait déjà utilisé avant. En tout cas, moi, il m'était venu en 2009. La restabilité, donc la capacité à rester là émotionnellement, rester là physiquement. Et j'ai vu assez vite, au bout d'une journée, la majorité des gens présents dans ce cercle, on était 26, pétaient les plombs, quoi. Mais littéralement péter les plombs et demander une autorité. Ils réclamaient une loi. En fait, ils disaient: «Ça suffit, on va pas rester là des heures dans cette intensité émotionnelle». Parce qu'il y avait beaucoup d'intensité émotionnelle évidemment, puisque chacun disait ce qui lui allait pas et il y avait pas d'histoire de loi, il y avait pas une histoire de qui a raison, qui a tort, on peut se référer à une autorité externe qui va valider que j'ai raison et qui va valider que tu as tort et on sort de l'intensité émotionnelle. Non, c'était on reste là, on reste avec tout ce qui est en train de se vivre jusqu'à ce que les besoins de tout le monde soient entendus,
jusqu'à ce que tout le monde se sente rejoint. Et après, on va trouver ensemble quels pas on fait qui ne viennent pas justement d'une loi extérieure à nous, mais qui va venir de qu'est-ce qu'on crée maintenant. Et je me souviens vraiment le matin du troisième jour où il y avait des gens qui pétaient des plombs, il y en a qui voulaient partir, il y avait des gens en larmes dans un coin de la salle, enfin c'était un truc de fou. Et j'ai vraiment eu ce felt sense de j'ai vu le cercle s'élargir et je me suis vu passer toute l'humanité, quoi, depuis la nuit des temps. Je voyais les hommes des cavernes, je voyais toutes les époques de l'humanité avec comment on était passé justement d'une dimension clanique où c'était tous les ce qui existe encore chez certains peuples sur cette planète aujourd'hui, les peuples du cercle, où tu es encore à dimension humaine autour d'un feu et où tu peux encore régler les choses en se parlant et en ajustant sans se référer à une autorité extérieure, mais vraiment en restant parce qu'on veut rester en lien, quoi. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va nous demander d'avoir beaucoup de restabilité. Et je voyais comment dans toute l'humanité, au fur et à mesure, les tailles ont commencé à grandir dans les collectifs, dans les clans, et tout ça prend beaucoup de temps. Et à un moment donné, on n'a plus envie de mettre autant de temps et d'énergie. Et donc, à un moment donné, il s'est trouvé que ce qu'on avait trouvé ce jour-là, on parlait tout à l'heure de la différence entre la norme et la tradition, là c'est la même chose. Il y a eu un jour une opposition entre deux personnes, et puis on est arrivé après avoir fait un cercle à un accord, et on a décidé à l'issue de cet accord que ben, on donnerait une réparation à celui-ci, et puis celui-là on lui a dit écoute, tu restes un peu à l'écart de la tribu pendant quelques jours parce que là c'est compliqué pour nous quand tu es dans cet état. Et la fois d'après, quand ça s'est reproduit, voilà, tout le monde est fatigué d'avance, quoi, du temps, de l'énergie que ça prend. Et donc là, on va commencer à faire une tradition et qui va devenir une loi. À un moment, c'est de dire, OK, tu sais quoi? Quand quelqu'un prend la poule, lui, il est dans une cage pendant 3 jours après. Voilà. Parce que sinon, c'est fatigant. Et puis après, maintenant, on en fait une loi et c'est en prévention. C'est si tu prends une poule, tu sais que tu vas dans la cage pendant 3 jours. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, ce genre de loi, moi c'est ce dont je rêvais à l'époque quand j'étais avec ces enfants, c'est que ça va te faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et puis on se dit que ça va agir à titre, de prévention. Ça va agir de manière dissuasive parce que tu te dis, tu vois, on est tous là sur l'autoroute à voir le panneau de limitation de vitesse et puis tu es dans une voiture qui peut aller évidemment, parce que nos gouvernements étant totalement incohérents, donc d'un côté on te met des limitations de vitesse, de l'autre côté on autorise des véhicules qui peuvent rouler 100 km/h de plus que toutes les limitations de vitesse, voilà, et c'est ta responsabilité de pas te servir de ton moteur. Donc on est tous sur l'autoroute à voir la limitation et être là, est-ce qu'il y a un radar? Et si tu sais qu'il y a aucun radar, et si personne ne savait jamais que tu as dépassé la limitation, est-ce que tu la dépasses? Si tu vois qu'il y a personne? Ah ouais, souvent tu vas le faire. Donc c'est ça, c'est pour quelle raison tu vas respecter la loi? Et moi, c'est ça qui m'interroge finalement, et Marshall Rosenberg aussi en parlait, c'est pour quelle raison tu vas respecter les lois par peur? Par peur des contraintes, par peur, des représailles, par peur de ce que ça va te faire? Ou bien parce que ça fait sens pour toi? Et là encore, on est dans une société où on se dit que ça serait beaucoup trop compliqué de tout gérer et que heureusement qu'il y a des lois qui interdisent les choses. Sauf que tu vas te retrouver maintenant avec les personnes qui enfreignent les lois quand même, parce qu'elles n'en voient pas le sens, parce qu'il n'y a plus de connexion suffisante entre les êtres humains. Et après, je sais, quand j'ai ce genre de discours, il y a des personnes qui vont dire oui, mais vous êtes en dehors de la réalité, vous vivez dans un monde de bisounours, il y a des gens vraiment méchants, et eux, heureusement qu'il y a des lois. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Oui, il y a des gens qui sont pas assez connectés à eux, et effectivement, le seul garde-fou, c'est les lois. Mais en même temps, voilà, dans la justice restaurative, on fait un usage protecteur de la force, par exemple, pour arrêter les personnes qui n'ont pas les moyens en conscience de faire autre chose que de blesser d'autres personnes. On les arrête, on les isole, mais on n'est pas dans une logique d'une loi qui a comme intention de faire peur aux gens d'un côté, et de l'autre côté qui est une justice punitive dans laquelle, quand les gens sont arrêtés, on dit on va te faire du mal, on va te faire chier, on va te mettre en prison pendant des années pour que tu comprennes que ce que tu fais, c'est mal. Là, ce qu'on a constaté, on a quand même les chiffres, là maintenant depuis une vingtaine d'années qu'il y a les cercles et la justice restaurative, on a les chiffres de qu'est-ce qui se passe en termes de récidive entre la justice punitive et la justice restauratrice. Dans la justice restauratrice, le nombre de récidives, il est 80% moins important que dans la justice punitive. Parce qu'on aide les gens à se mettre en lien. Donc oui, on les arrête, oui, on les met à part pour qu'ils refassent pas la même chose, mais ensuite on les traite pas mal en leur disant qu'il faut que tu comprennes que tu as fait mal. On va essayer de comprendre à quel endroit ils sont déconnectés de leur humanité, qui fait que ils fonctionnent pas justement en prenant soin des autres.
Et le temps qu'on va consacrer à les garder à l'écart, c'est pour les aider à se reconnecter à leur humanité, c'est pas pour les punir et leur dire, vous devez comprendre que ce que vous faites, c'est mal. Alors, bien sûr, je sais que de nos jours, il y a des prisons dans lesquelles il y a des tas de choses qui sont faites pour sortir de cette logique. Mais je veux dire, au niveau global de notre société, la pensée, elle est quand même une loi qui dit ce qui est juste et faux, ce qui est bien et ce qui est mal, et on met les méchants en prison. Hein, c'est globalement notre société, elle fonctionne comme ça. Donc en soi, la loi, ça n'est pas comme toujours le mauvais ouvrier a toujours le mauvais outil. Je veux dire, si la loi était que dès que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas une contribution pour les autres, on l'arrête, on le met à l'écart et on va voir qu'est-ce qui fait qu'il s'est déconnecté de son cœur. Alors si la loi était au service, encore une fois, du vivant et de l'humain et de la prise en compte du vivant, alors la loi ne deviendrait pas quelque chose de rigide. Aujourd'hui, la loi, elle est quelque chose qui est au service des jugements et de la reproduction de comportements qui sont déshumanisants au possible. Donc voilà, moi la loi en soi, comme les croyances, j'ai rien contre a priori. Après, comment c'est utilisé? Actuellement, c'est un outil qui reproduit et reconduit toute la norme de cette société, qui est une société binaire fondée sur juste, faux, bien, mal. Et la loi, elle fonctionne comme ça, avec l'avocat qui défend pour normalement celui qui n'a pas tort, et puis le procureur qui va essayer de prouver que l'autre a tort. Tu vois, donc on est dans une société dans laquelle la structure n'est pas soutenante pour nous aider à sortir de ce paradigme et où les normes, en fait, puisque c'est le début de nos entretiens, c'est les normes, les étiquettes. Bon, toutes les étiquettes figent la réalité, toute norme, toute loi va la figer aussi. Après, si on fixait quelque chose et que la loi, ça soit de prendre le temps à chaque fois d'accueillir le vivant, alors on aurait une loi qui serait au service de la vie. Et actuellement, pour moi, le problème, c'est que les lois et les normes, elles fixent que ça doit être fixe. Donc c'est ça le souci. Le souci, c'est la fixité qui n'est pas au service du vivant. C'est pas de dire que on choisit une règle qui est d'écouter le vivant. Je fais une différence entre choisir une règle qui serait par exemple de dire on va prendre le temps à chaque fois qu'il y a un conflit de faire une médiation, on va prendre le temps. Bien sûr, on peut faire un usage protecteur de la force en isolant la personne, mais ensuite on fait le choix d'une règle qui est que quand il y a un problème, on fait ça. Ça, pour moi, ça va être au service du vivant derrière. Par contre, avoir des lois figées qui ne sont pas remises en question très souvent. Alors je sais que bien sûr, il y a des tas de lois qui sont remises en question, mais je veux dire, le fondement reste juste faux, bien et mal. Et ça, pour moi, tant qu'on est dans ce paradigme dans notre société, on n'est pas dans un endroit qui favorise que les humains puissent goûter justement l'amour d'eux-mêmes. Et je veux dire, le fondement de notre société actuellement n'est pas la bienveillance et l'amour, en fait. Le fondement de notre société actuellement, c'est quand même la sécurité et le profit et le bénéfice. Ça n'est pas la liberté et l'amour. Et tant qu'on va être avec une société qui est fondée sur ces valeurs-là, sécurité, bénéfice versus liberté intérieure et amour, tous les outils qui vont être utilisés, la norme, les étiquettes, les valeurs, la loi, bah, tout va être au service et donc le mauvais ouvrier aura des mauvais outils. Et notre société, elle va perdurer. Bon, de l'autre côté, on fait ce qu'on peut pour essayer d'amener, en fait, de déborder des grâles qui débordent suffisamment de conscience pour qu'il y ait peut-être des consciences qui ont envie de s'en nourrir. Et j'ai confiance qu'à un moment donné, ça capillarise suffisamment la société avec les jeunes générations pour que quelque chose se transforme. Et d'ici là, eh ben, on s'amuse à échanger ensemble autour de ces thèmes. Super. Moi, avec les mots que j'ai appris il y a peu de temps finalement, il y a quelques années, je dirais que la loi telle que tu nous la proposes peut être autre chose, mais constitue souvent un heuristique, c'est-à-dire un raccourci qui permet d'utiliser moins d'énergie que si jamais il fallait se poser devant la problématique en toute conscience. Parce que ça, La c'est pas difficulté, très économe en non, mais la matière difficulté pour moi, d'énergie. c'est on fait souvent de très mauvais calculs. Ce que je veux dire, c'est que je vois que l'humanité, depuis quand même des siècles, l'endroit où elle réfléchit pour gagner du temps, elle va perdre de la conscience. Alors elle gagne peut-être du temps, elle gagne peut-être du temps et de l'énergie, mais à quoi nous utilisons ce temps gagné et cette énergie gagnée? Je veux dire, quand tu compares comment était occupé le temps et l'énergie
il y a, 200 ou 300 ans, heu, alors c'est sûr qu'on a une meilleure qualité de vie aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps libre et cetera. Mais qu'est-ce qu'on fait du temps libre? Comment tu occupes ton temps libre? Quelle qualité, quelle présence à soi on a? Donc gagner du temps, de l'énergie, dire: «Oui, il faut faire les lois de telle et telle manière, il faut faire ça et ça», sinon ça prendrait trop de temps. Moi, tout ce que je sais, c'est que, par exemple, quand on a vécu ces 3 jours, de cercle restauratif, que j'ai vécu vraiment comme, tout à la fois, un rodéo énergétique, la traversée de la mer Rouge par le peuple hébreu, enfin, il y avait tout dans le désert, il y avait tout pendant ces 3 jours. Les montagnes russes, de tout. Tout ce que je sais, c'est qu'à la sortie des 3 jours, toutes les personnes qui étaient dans ce cercle et surtout celles qui avaient le plus râlé, hurlé et cetera, c'était les plus célébrantes à la fin. Parce qu'elles disaient: «Mais waouh!» Et tout le monde nous remerciait, les organisateurs en disant: «Mais merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci», un peu comme, Ulysse qui demande qu'on l'attache, au mât du bateau pour ne pas céder au chant des sirènes. «Merci d'avoir tenu bon, d'avoir tenu le cadre, de ne pas nous avoir permis de sortir, de quitter et merci de nous avoir soutenus à vivre cette expérience». Parce que c'est à la fin, mais ce qu'on a vécu, c'est d'une telle richesse et de voir, surtout en termes d'espoir, on parlait d'espoir tout à l'heure, de voir qu'on peut partir d'aussi loin avec des tensions aussi fortes, des jugements aussi ancrés, des endroits où il y avait des choses comme de la haine, vraiment des choses très, très rudes et où à la fin, on était dans une vraie bienveillance et il y avait vraiment de l'amour qui circulait et c'était pas le monde des bisounours. On en avait chié, mais comme des malades pendant 3 jours, mais à l'arrivée, ce qui sortait de là, c'était vraiment, on avait été au fond des abîmes de ce que contient l'âme humaine quand on est dans le pire de nous et parce qu'on avait la volonté de rester en lien, on était ressortis de là avec notre essence, quoi. Et notre essence, il y avait vraiment cet amour qui était entre nous et là, quand tu vis ça une fois, tu dis: «Putain, c'est possible, quoi. Hey, c'est possible». Donc autre chose est possible, mais oui, ça prend du temps et de l'énergie. Donc après, quand on voit une société dans laquelle on est tout le temps en train de regarder comment on peut optimiser, comment on peut gagner du temps, sauf que le temps que tu vas gagner à un endroit en zappant l'humain, en virant un dialogue, en virant une discussion, derrière, tu crées des inimitiés pour des décennies des fois. Des fois, tu vas couper des personnes, des relations, tu vas couper des groupes, tu vas couper des connexions. Donc voilà, moi je suis toujours, en train de vérifier et pourtant Dieu sait à la base, c'est un de mes métiers. Il y a quelques années, j'étais technicien supérieur en organisation et méthode. Donc je passais mon temps à analyser des circuits de production pour essayer d'optimiser temps et énergie. Mais j'ai vu aussi à l'époque et j'ai vu aussi comment j'ai freiné à un moment dans ce que j'étais censé faire, parce que pour gagner du temps et de l'énergie, on supprimait des postes, on supprimait alors ça semblait qu'on gagnait du temps et de l'énergie. En même temps, moi je savais que cette petite dame qui était à l'entrée là-bas, elle faisait pas que ce qu'elle était censée faire comme tâche, elle était au courant de ça, puis elle avait un bon lien avec la dame du 3e étage et elle faisait gagner des temps fous des fois, où des les choses auraient pris beaucoup plus de temps au niveau informatique parce que les ordinateurs ne se connaissent pas et elle juste, au self le midi, elle disait un mot à la secrétaire du 3e qui disait: «Ouais, ouais, attends, je te fais passer ton truc avant et puis ça tu fais» et on gagnait 2 mois sur un projet. Donc toute cette dimension-là de l'humain, on ne pourra jamais la quantifier en termes justement du temps et de l'énergie qu'on gagne. Et notre société actuellement, je la vois pas prendre ça tellement en compte. En tout cas, quand je dis notre société, c'est vraiment au niveau global. Après, je sais qu'il y a tous les cas particuliers qui font qu'on prend ça en compte dans certaines sociétés et que même des sociétés géantes comme Google, qui d'un côté colonisent toute la planète informatiquement, de l'autre côté, quand tu vois ce qu'ils font au niveau des employés, ils savent comment ça marche les humains, donc tu dois aller jouer 20 minutes par jour, enfin, ils savent de quoi on a besoin. Donc voilà, moi je dirais que c'est quelque part, même pour les personnes qui veulent faire du profit et qui veulent mettre certaines normes en place dans notre société, faites-le, j'allais dire, intelligemment et avec sagesse, en prenant en compte toutes les dimensions de l'humain, parce que ultimement, écologiquement, égologiquement, ça fonctionne pas. Donc, il y a des choses qui vont fonctionner peut-être à moyen terme, peut-être sur 20, 30 ans, on pourra tirer la corde, mais ultimement, la nature humaine, elle est ce qu'elle est et si elle ne se rencontre pas dans sa beauté, dans sa présence, qu'on parlait en début là d'interview d'aujourd'hui, s'il y a pas cet endroit de l'être qui est honoré, ultimement, des civilisations entières ont périclité à cause de ça.
parce qu'on a été vers toujours plus de conquêtes, toujours plus, et on avait perdu la connexion, on avait perdu le sacré à un moment. On a vu les civilisations anciennes, Rome, la Grèce, et cetera. Même l'Égypte, je veux dire, quand tu commences à aller plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et quand la norme devient l'efficience d'aller toujours vers plus, plus, plus rapide, plus efficace, plus ceci, plus cela, et plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, alors cette norme-là, elle va pas être au service de l'humanité. Maintenant, si on fait une autre norme qui est de toujours équilibrer, de toujours vérifier si notre norme sociétale était toujours vérifiée, qu'on met autant de temps et d'énergie vers l'intérieur que vers l'extérieur, et qu'on met toujours autant de temps et d'énergie dans les relations, dans la qualité relationnelle, que dans le résultat qu'on est censé obtenir, alors on aurait une norme qui serait au service de la vie. Ok. Et justement, au service de la vie, c'est le nom, si je me trompe pas, d'un groupe Facebook au moins de ça, Ouais, que tu avais monté. ouais, Euh, ouais, j'avais quand- dit au moment du Covid. Exactement. Alors déjà, justement, vu qu'on évoque cette période-là, je pense que le rapport à la loi et à l'absurdité de la loi et le fait de le faire par peur ou de pas le faire par juste rébellion pure, on a pu tous tester son rapport à ça, en fait, finalement, dans les regards qui nous étaient jetés, dans les regards qu'on jetait nous sur les autres, dans cette période-là où on était tous mis au pied du mur avec notre rapport personnel, en fait, à ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on allait jusqu'à ce rapport personnel ou est-ce on préférait faire l'économie de ce rapport personnel pour adhérer à ce qui nous était proposé. Ça, justement, on a pu le voir également. Et je suis depuis tout à l'heure, à plusieurs reprises dans ce que tu m'évoques, à l'endroit où en fait, c'est difficile de changer de paradigme sans avoir l'intuition qu'on va devoir jeter à la poubelle celui qu'on était. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots là-dessus? Est-ce que ce que tu dis, c'est comment est-ce qu'on pourrait changer de paradigme si on n'est pas prêt finalement à mourir à celui qu'on était précédemment dans l'ancien paradigme? Ouais, je pense que celui qu'on est actuellement, qui voudrait être une nouvelle version de lui-même, en même temps, il a l'appréhension de devoir disparaître au profit Mmh. de cette nouvelle version. Il y a un truc comme ça que je sens Oui, souvent. il y a la mort, bien sûr, il y a la mort. Je Ouais, veux dire. Parce que comment faire du neuf sans qu'il y ait quelque chose qui meurt? C'est pas possible. exactement. Bah oui, Comment changer de forme? Je veux dire, tout le monde veut des résultats différents, mais tu ne peux pas avoir un résultat différent sans être quelqu'un de différent. Donc, comment je deviens quelqu'un de différent? C'est, eh bien, en cessant d'être celui que j'étais avant, évidemment. Et sauf que on est vraiment dans la boucle avec le début de ce qu'on partage aujourd'hui, c'est comme je ne sais pas ce que je suis, comme je ne connais pas ce que je suis, je m'identifie en fait à des comportements. Je m'identifie à mes comportements, à mes croyances et à mes points de vue. Je crois que c'est ça, moi. Et donc, si à un moment je découvre que ce qui me rend malheureux, c'est mes points de vue, mes comportements et mes croyances, mais si j'en change, mais je suis dans un inconnu qui terrifie mon mental, et pour le mental, tout ce qu'il ne connaît pas, il le rejette, ou tous les espaces de conscience dans lesquels il ne peut pas aller parce qu'il n'est pas fait pour ça, il appelle ça le néant, la mort, donc il les refuse également. Donc en bref, tous les endroits qui te permettraient d'être et de conscientiser ce que tu es, le mental ne peut pas y aller, et donc tant que tu vas être dans ta tête, le mental va appeler ça la mort, et il va le refuser, et il va préférer un connu douloureux à un inconnu qui pourrait être potentiellement peut-être mieux, mais qui le terrifie. Tu sais, il y a eu cette expérience avec des scientifiques où ils te mettent des électrodes qui peuvent t'envoyer des décharges assez fortes, et ils te demandent qu'est-ce que tu préfères. Tu peux avoir une décharge de 30 volts sans savoir quand, ou tu peux avoir une décharge de 60 volts et on te préviendra 3 secondes avant. Tout le monde choisit la décharge de 60 volts. Parce que comme tu sais que ça va arriver, mais c'est un très mauvais calcul. Tu te dis: «Je préfère le savoir», parce qu'en fait, ton mental cherche à contrôler. Mais c'est un très mauvais calcul parce que maintenant, en plus, tu te prépares à l'avance, alors que quand tu sais pas, puis pouf, ça arrive, puis c'est passé. Donc, ouais, on a ce truc où on a peur de l'inconnu, et effectivement, tu ne vas pas pouvoir changer de paradigme si tu n'es pas prêt à, laisser partir, ce que tu crois être toi, ce que tu connais de toi. et Et c'est ça, là où c'est la zone où ça achoppe le plus, on est bien d'accord. c'est là où les moments de célébration sont importants aussi que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir marquer les moments où on peut dire au revoir aussi à celui qu'on était. On peut le remercier pour ce qu'il a accompli et ce qui rend possible aujourd'hui une renaissance. Et donc du coup,
euh, faire ouais, une sorte de cérémonie, un truc ouais, assez cérémonial avec ce moment que tu t'accordes toi tous les jours et qui peut être inspirant aussi, je pense, à de nombreux égards, bah, quand on est sur une volonté de se rencontrer en fait en toute franchise. Ouais, c'est le propre des rites dans toutes nos traditions et puis c'est le propre des rites qu'on peut créer soi-même dans l'instant en disant: «OK, voilà, à partir de maintenant», toi, ce texte qu'avait écrit Marshall Rosenberg à l'époque, qui s'appelle «À partir de maintenant», où il était un matin comme ça, c'était un matin d'initiation, un matin où il décidait d'initiare en latin, donc faire un nouveau chemin et il s'est écrit son rite de passage du moment en disant: «À partir de maintenant, je choisis» et toutes les phrases de ce texte commencent par: «À partir de maintenant, je choisis». Et donc là, tu poses ton choix et tu célèbres aussi et tu fais le deuil, tu dis au revoir à tout ce qui en toi n'a pas fait ce choix-là jusqu'ici. Et tu dis: «À partir de maintenant, voilà ce que je choisis». Moi, je trouve ça magnifique. Bah, moi, je suis quelqu'un de très rituelique. J'adore les célébrations comme ça, des temps de passage. Et là encore, notre société contemporaine occidentale n'a plus aucun rite de passage, à part, peut-être le mariage pour certains, voilà, les naissances et la mort. Mais en plus, c'est pas des rituels. Bon, la mort, tout le monde va la voir, mais le mariage et la naissance, tout le monde ne se marie pas et tout le monde ne donne pas naissance. Mais par exemple, les rites de passage les plus ancestraux, comme le rite de passage à l'âge adulte, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, ça n'existe plus. Et donc, ben, du coup, les jeunes se recréent d'autres rites, comme ils peuvent, hein. Sauf que c'est des rites qui sont très à l'extérieur et où, du coup, comme notre société elle fuit le grand rite qui est celui de la mort. La mort, dans notre société, elle est évacuée. Le transhumanisme, tout ça d'ailleurs, ça ne veut même pas de la mort. Donc je veux dire, on est dans une fuite d'une réalité, dans lequel on oppose la vie et la mort, alors que traditionnellement, ce qui est opposé, c'est la naissance et la mort pour les êtres. On arrive et on part. Après, la vie, ça englobe tout ça. Nous, notre société oppose la vie et la mort, comme si la vie n'était pas éternelle. Et donc notre société, elle ne veut pas de la mort, elle ne veut pas de la vieillesse. Et du coup, comment veux-tu, quand on n'est pas d'accord qu'il y ait le vieillissement des choses et la mort des choses, comment veux-tu qu'il y ait des passages qui soient faits, avec grâce, avec joie, en célébrant: «Et ouais, ça a vieilli, ça n'a plus à être et maintenant, c'est mort, quoi». On n'utilise plus l'énergie tueuse, quoi. L'énergie tueuse, c'est ce qui permet de dire à un moment: «Ça, c'est terminé. Ça, je le tue, quoi. Ça n'a plus à exister». Et si cette expression d'énergie tueuse choque, regardez ce qu'on fait, quand on fait par exemple, des chimiothérapies, c'est une énergie tueuse et indépendamment de ça, l'énergie tueuse, elle est en ce moment en train de tuer des cellules dans mon organisme, sans que je subisse rien de l'extérieur. Je veux dire, l'énergie tueuse de la vie, c'est ce qui permet à la vie de continuer à créer la vie. Elle détruit en permanence tous les organismes et les micro-organismes, dans le visible et l'invisible, elle détruit tout ce qui n'est plus en train de contribuer à un instant à la vie. Il y a cette énergie tueuse qui est très très connue en Orient. Bon, nous chez nous, on n'en parle juste pas, hein, mais là-bas, je veux dire, il y a très bien toutes les divinités courroucées qui détruisent l'ignorance, qui détruisent l'inconscience, et la grande force cosmique qui est en permanence en train de détruire et de décréer tout ce qui n'est plus une contribution pour la vie. Et ça, chez nous en Occident, on n'en parle pas, on n'en veut pas. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé aussi à cette folie au moment du Covid avec cette, hyper hygiénisation, où moi je vois encore maintenant alors qu'on n'en entend plus parler parce que bon c'est un plaisir à la fois, hein, donc on peut pas à la fois faire le Covid, la guerre en Ukraine, l'hiver sans électricité ni chauffage annoncé. Bon, ils savent bien qu'on peut pas infliger à tout le monde, enfin on peut pas infliger tout en même temps, sinon le peuple vraiment à un moment donné pèterait les plombs et reprendrait sa dimension. Donc on en met un à la fois, hein, tu vois? C'est goutte à goutte. Mais je veux dire, quand je vois encore là cet été des gens, dans des voitures avec des masques, je dis: «Mais, c'est on est où?» Et juste quand je me connecte, alors qu'il y a plus aucune en Suisse, enfin, comme partout, plus rien n'est demandé à ce niveau-là. Et je vois quelqu'un tout seul dans une voiture, il fait 30 degrés, il a un masque en tissu. Non, mais c'est abusé, oui. Et là, quand je me connecte à la personne, parce que bien sûr, bon, j'ai des points de vue et des jugements qui arrivent, puis après, bon, j'aime pas trop rester dans mes points de vue et mes jugements, donc je me connecte, je perçois ce qui se passe et je perçois la personne est terrifiée. Bah, bien sûr. Elle a peur et elle a peur de mourir, bien sûr. Donc, je veux dire, si tu es pas tranquille avec la mort, tu peux pas être vivant. Tu ne fais rien. Tu vas C'est pour finir ça, dans hein. un bunker, tu vas finir, et là, on est dans une société dans laquelle la mort n'a plus sa place, la vieillesse n'a plus sa place. Tu dois être éternellement jeune, éternellement beau, enfin tout, éternellement mince, éternellement tu as toutes ces images partout et du coup,
ben, comment toi tu vas t'autoriser tes changements? Comment tu vas t'autoriser, moi j'étais là hier, j'ai que 58 ans. Mais comment ça 58 ans? Mais, mais j'ai pas l'air d'avoir 58 ans. Puis je me dis: «Bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai l'air de mon âge». J'en sais rien, je m'en fous. Mais j'étais en mode, «Ah mais moi les gens de mon temps à 50 ans, ils avaient l'air vraiment de vieux, quoi». Et bah, moi j'ai dit: «Non, je crois j'ai pas je» enfin, après je dis: «Bon, on se voit pas soi, hein», tu vois? On se perçoit toujours à un autre endroit. Et en même temps, je me disais: «Ouais, bah, est-ce qu'on s'autorise aussi, à dire, bah, ouais, il y a un temps qui est fini dans notre vie, puis sans se conditionner à partir d'un chiffre». Mais voilà, je me disais: «Mais comment ça dans 2 ans j'ai 60 ans? Mais c'est quoi cette histoire? Mais 60 ans c'est très, très, très vieux. Mais comment ça? Mais dans 12 ans j'ai 70 ans». Puis tu sais, tu es là, tu te dis: «Mais putain, mais ces chiffres c'est complètement virtuel en fait». Parce que, de l'intérieur et d'ailleurs, comme toi tout à l'heure qui disais: «Ça me fait bizarre de parler des jeunes parce que je me sens vieux». Puis pour moi tu es très jeune et puis toi pour d'autres jeunes tu es vieux déjà, enfin bref. Oui. Tout ça est très mais tu vois, c'est tous ces temps-là, si on s'autorise pas à dire: «OK, ça c'est fait, et ben, qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je laisse partir? Qu'est-ce que je laisse mourir?» On ne tu peux pas changer si tu es pas d'accord de mourir un peu. Ça, c'est clair. Ouais. Ne Je considère pas la mort comme un processus, joyeux qui permet une nouvelle vie, quoi. La mort et la décréation des choses, la destruction et la décréation des choses, c'est ce qui permet de récupérer de l'énergie pour recréer, pour ouvrir de nouvelles possibilités. mmh. Je suis vraiment très heureux qu'on aborde ce sujet ensemble. C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.